Alors, ici, nous abordons le module 6 qui concerne l'administration du trafic réseau. Donc, nous allons voir ici, bon, pour ne pas parler comme le gars en global, sinon globalement, tout ce qui concerne les load balancers. Donc, le load balancer standard, l'application gateway qui est aussi un load balancer, le network watcher qui est aussi un load balancer. Donc, nous allons voir comment Azure gère le trafic réseau en se basant sur les différents types de load balancers. Alors, ici, nous avons un petit tableau comparatif sur les différents load balancers dont je parlais. Normalement, on a trois types. Nous avons l'application gateway, le front door et puis le load balancer standard. Et en quatrième position, nous avons le traffic manager. Donc, chacun de ces load balancers va être utilisé dans une situation bien spécifique. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, euh, face à un cas, Azure peut sembler proposer plusieurs solutions. Voilà. Donc, si on choisit l'une des solutions qu'on utilise, ça peut marcher, mais ça peut ne pas être forcément la meilleure. Donc, vous, en tant qu'expert, l'un de votre rôle sera de toujours conseiller la meilleure solution, hein, la solution la plus adaptée et qui va coûter moins cher. Donc, l'application Gateway va être utilisée pour des applications web. Alors, donc, c'est pour optimiser un peu, si vous voulez, la réponse aux requêtes, hein. Quand les utilisateurs, il y aura des milliers, voire des millions de requêtes vers une application, et lui sera là pour distribuer un peu ces requêtes-là sur un ensemble de serveurs. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez, on aura une patte externe ou bien une IP virtuelle sur laquelle vont descendre les requêtes. Et derrière cette IP virtuelle-là va se trouver un ensemble de serveurs. Ça peut être 10, 100, 1000, mais qui répondent à la même application pour traiter ces demandes-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi on vous dit permet d'optimiser la distribution depuis des batteries de serveurs d'applications tout en renforçant la sécurité des applications avec un pare-feu. Et ce pare-feu s'appelle le WAF, pardon, WAF, Web Application Firewall. Donc, commencez à vous habituer un peu à ce genre d'expression. WAF, Web Application Firewall. Donc, c'est un firewall spécifique pour gérer la sécurité au niveau des applications. Et donc, l'application Gateway est capable de supporter les protocoles HTTP, HTTPS et HTTP2. Et en termes de scope, l'application Gateway est régionale. Voilà. Ça ne va pas au-delà d'une région. Donc, si vous devez avoir des serveurs qui vont être gérés par une application Gateway, ces serveurs doivent être contenus dans une même région. Donc, elle est capable de gérer des applications sur Azure, sur des clouds qui ne sont pas Azure, par exemple, euh, comment on appelle le cloud là? Chez IBM, par exemple, ou bien chez Amazon, si vous avez des applications là-bas, l'application Gateway peut les gérer, peut supporter, de même que si vous avez une application on-prem. Donc, voilà un peu le premier load balancer que nous abordons, l'application Gateway. Le deuxième load balancer qui est le front door. Il est également utilisé pour distribuer des requêtes sur des serveurs qui gèrent une application. Mais cette fois-ci, la différence avec le premier qu'on vient de voir, c'est que lui, il est évolutif. C'est-à-dire qu'il est capable, avec, si vous voulez, le nombre de demandes croissantes, de s'adapter. Voilà. Donc,
Si il est unique au départ, il est capable de se dupliquer, ainsi de suite. Et lui, il va être utilisé spécifiquement pour des applications mondiales basées sur des microservices. Un exemple, par exemple, une application mondiale, Facebook, je dis n'importe quoi, voilà. Facebook peut être considéré comme une application mondiale. Donc, quand vous tentez de vous connecter, le front door ne va pas vous envoyer directement sur les principaux serveurs qui sont aux États-Unis, mais vous serez redirigé vers ce qu'on appelle des applications hébergées localement, vers par exemple un serveur de Facebook qui est en Afrique. Voilà. Ça peut être au Maroc, ça peut être en Égypte, ça peut être peut-être au Nigeria, ça peut être au Kenya, au Rwanda, mais au lieu de vous envoyer directement aux États-Unis, on va vous rediriger vers le serveur le plus proche. Voilà. Ça aussi, c'est le rôle du front door. Donc, le front door supporte les mêmes protocoles que l'application Gateway. Et comme je le disais, lui, il a un scope mondial. Il n'est pas contenu dans une région. Capable également de gérer, sinon de supporter des applications euh, qui sont sur Azure, des clouds non Azure, bien on-prem. En termes de sécurité, en plus du Web Application Firewall, le front door peut gérer la sécurité en se basant sur les NSG, hein, Network Security Group qu'on a vu. Ensuite, le standard, l'équilibreur de charge standard qui permet d'équilibrer les connexions et les demandes entrantes ou sortantes vers les applications ou des points de terminaison de serveur. Donc, l'équilibreur de charge standard ne gère pas forcément des applications. Voilà. Ça peut être juste équilibrage de charge au niveau réseau. Voilà. C'est pas forcément application comme Application Gateway ou Front-Door. Lui, il va gérer soit des accès à des applications ou bien gérer des connexions en termes réseau sur les serveurs. Voilà. Donc, il ne supporte que le TCP ou l'UDP. Il est régional. Il ne, il n'est supportable seulement que dans l'environnement Azure. Et pour la sécurité, vous ne pouvez utiliser que le Network Security Group. Ensuite, sinon, enfin, le Traffic Manager. Le Traffic Manager qui permet de distribuer le trafic. Et retenez très bien les termes. Le premier, l'application Gateway, c'est typiquement application. Deuxième front door, application. Et quand vous regardez, les deux se ressemblent un peu il y a deux différences. Le premier, application gateway est régional. Le front door, il est global, sinon mondial. Première différence. Deuxième différence, au niveau de la sécurité, le front door a en plus du WAF le Network Security Group. Quand vous prenez les deux derniers, ils ne sont pas typiquement applications, mais eux, ils gèrent en général les demandes de connexion au réseau sur des serveurs ou bien sur des ensembles. Voilà. Donc, le traffic manager va être utilisé pour distribuer le trafic sur des services, sinon à des services dans les régions Azure. Donc, ça veut dire que lui, il n'est pas régional, mais c'est plutôt mondial, global. Donc, si vous avez des services dans une région, par exemple aux États-Unis, vous pouvez avoir d'autres services dans une région en France et vous pouvez utiliser le traffic manager pour distribuer l'accès à ces services sur ces régions. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va spécifiquement voir le traffic manager dans l'avant-dernier module sur la sécurité des données. Donc là-bas, on verra que le traffic manager peut être utilisé
pour mettre en place la solution qu'on appelle, euh, comment on appelle ça? Le disaster recovery. Voilà. Donc, si vous avez une infra dans une région Azure, vous pouvez utiliser le traffic manager pour mettre en place une solution de disaster recovery de votre infra vers une autre région, de sorte à ce que si votre infra primaire prend un coup, grâce au traffic manager, toutes les demandes de connexion vont être redirigées vers le site Secours qui a été mis en place. Donc, si vous voulez, on a quatre équilibreurs de charges, mais on peut les diviser en deux blocs. Il y a ceux qui gèrent typiquement les applications, les deux premiers, et puis ceux qui gèrent tout ce qui est comme connexion, hein, connexion, réseau, sur les terminaisons, ainsi de suite. Et le Traffic Manager, il est utilisable sur Azure, ou bien sur d'autres clouds qui ne sont pas Azure, ou bien on-prem. Voilà. Là-bas, on ne parle pas de sécurité parce que lui, c'est typiquement réseau. Donc, voici les types de load balanceurs qu'on a. On va voir un peu en détail certains éléments. Voilà. Donc, l'équilibreur de charge, on peut avoir un équilibreur de charge public ou privé. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on vient, les quatre qu'on vient de voir là, il peut fonctionner en public ou en privé. Alors, en public, ça veut dire que l'équilibreur de charge est dans notre réseau Azure, mais il est capable de recevoir des demandes de connexion venant de l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est Internet. Donc, les serveurs dans le back-end, ceux qui sont derrière le load balancer, sont aussi dans notre réseau qui est dans Azure. Voilà. Donc, on parle d'équilibreur de charge public parce que ce load balancer reçoit les demandes de connexion depuis l'extérieur. L'équilibreur de charge interne ou bien privé, c'est-à-dire le front-end, hein, euh, les demandes de connexion qui viennent sur le front-end, comme le back-end qui contient les services qu'on met à disposition, eux tous sont contenus à l'intérieur de notre réseau dans Azure. Donc ici, on ne parle pas de public parce que il n'y a aucune connexion vers ou bien venant de l'extérieur. Voilà. Tout se passe à l'intérieur de notre réseau qui est dans Azure. Alors, le SKU de l'équilibreur des charges. Je ne sais pas si vous avez expliqué un peu cet acronyme, le SKU. Le SKU détermine, si vous voulez, les différentes caractéristiques, hein, de l'équilibreur des charges. On n'utilise pas SKU seulement pour l'équilibreur des charges, hein. Voilà. N'importe quelle solution dans Azure, vous entendrez parler de SKU. Donc, le SKU détermine les caractéristiques d'une solution. Retenez ça comme ça. Donc, ici, on pourra voir dans quel cas est-ce que on utilise ce SKU, et par exemple, cet équilibreur de charges, le type, si c'est interne ou public, le type de back-end, est-ce qu'il peut supporter plusieurs serveurs en frontal ou bien euh, en back-end? Est-ce que il supporte tel ou tel protocole? Et puis, quel est le niveau de SLA que offre tel équilibreur de charge? Donc, on parle de SKU, ce sont ces différents éléments qu'on regarde. Voilà. Et c'est en fonction de ça qu'on va choisir le load balancer qui nous convient ou pas. Voilà. Alors, pour le bon fonctionnement d'un équilibreur de charge, c'est un peu comme sur les firewalls ou bien, si vous voulez, les NSG qu'on a vu, il faut des règles. Donc, en général, nous allons créer des règles au niveau du firewall et ce sont ces règles-là qui seront utilisées pour, pour gérer les trafics. Donc, si vous n'avez pas mis en place des règles, votre load balancer ne saura pas comment
rediriger des trafics, comment bloquer tel trafic, ou bien comment autoriser tel trafic. Voilà. Donc, quand un client fait une demande, dans la demande, il y a bien sûr son adresse IP, le protocole, tout ce qui est demandé par le client est contenu dans une trappe. Et quand ça arrive au niveau de l'autre balanceur, il y a des informations qui seront récupérées dans cette trame-là Ça, par je vois l'autre le système, balanceur. hein. Ah si, je vois des Al- choses, hein. Oui? Allô? Non, non, désolé. OK. Et donc, ce sont ces informations récupérées par l'autre balanceur qui vont lui permettre de pouvoir gérer le trafic. Voilà. Donc, je donne un exemple, hein. Une demande d'un client qui vient, ça arrive sur le front-end, si tu veux, c'est la part externe. Ou si je vous disais, on peut avoir une adresse IP clé ou bien une adresse IP virtuelle. Et de là, l'équilibreur de charge va détecter, par exemple, que la demande du client, par exemple, c'est pour aller sur Google. Donc, automatiquement, cela veut dire qu'au préalable, il y avait une règle. Vous avez une règle qui dit toute demande de connexion vers www.google.com doit être dirigée vers tel DNS. C'est un exemple que je donne. Voilà. Ou bien vers tel serveur, ou bien vers telle machine. Mais s'il n'y a pas de règle, le load balancer ne saura pas rediriger. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Alors, nous allons voir en détail l'application Gateway. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le load balancer peut être public parce que le front-end est dirigé vers l'extérieur. Le load balancer peut être interne ou privé lorsque, que ce soit le front-end ou le back-end, les deux se trouvent à l'intérieur de notre réseau dans Azure. Le load balancer, pour qu'il fonctionne correctement, doit tenir compte d'un certain nombre de règles que nous allons créer. Et ces règles vont être utilisées pour pouvoir rediriger les trafics. Voilà. C'est comme ça que le load balancer fonctionne. Donc ici, au niveau de l'application Gateway, c'est toujours le même principe, hein. Donc, on a nos règles. Par exemple, la règle dit que pour accéder à l'application, on doit utiliser une adresse qui commence par HTTPS. Donc, si un client fait une demande, hein, depuis son navigateur et que la demande est HTTP, une fois que ça arrive au niveau de l'application Gateway, l'application Gateway va, à travers l'écouteur, récupérer un certain nombre d'informations dans la table, comme je vous le disais tout à l'heure, et il va se rendre compte que la demande utilise HTTP. Or, on a dit dans notre règle ici que pour accéder à l'application, il faut une demande en HTTPS. Donc, automatiquement, la règle dit, si ce n'est pas HTTPS, accès refusé. Donc, cette demande sera refusée. Et on va vous montrer une page web avec erreur 404 ou bien 504 ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Parce que votre demande ne répond pas aux critères définis dans la règle. Ça, c'est un exemple. La même application Gateway peut avoir derrière plusieurs types d'applications. Voilà. Par exemple, euh, un serveur d'application qui gère, par exemple, l'application de caisse, l'application de comptabilité, l'application, je sais pas, RH. Donc, en fonction de la demande qui vient, il y a une règle qui va lui dire, bon, si c'est l'application RH, il faut rediriger le trafic vers tel VM. Si c'est l'application de comptabilité, redirige le trafic vers tel autre VM, ainsi de suite. Mais, toujours est-il que pour que le load balancer fonctionne correctement, il faut que les règles soient bien établies. C'est ce que vous devez savoir. Alors, quelques exemples de routage ou bien de redirection de demande. Ici, on a le routage basé sur le chemin. Le chemin, ça veut dire, bon, je traduis en anglais, on appelle ça le PAF, hein. C'est-à-dire que depuis le nom de domaine
s'il y a des sous-domaines, des dossiers, des sous-dossiers pour accéder, hein, à ce que l'utilisateur demande. Donc, quand l'utilisateur dit, bon, moi, je veux accéder, je veux aller, ou bien je veux voir des vidéos dans Contoso, le chemin sera contoso.com slash vidéo slash étoile. Si c'est image, ça sera contoso.com slash image slash étoile. Donc, quand la demande vient et que la demande arrive au niveau de l'application Gateway, automatiquement, l'application Gateway va rediriger cette demande-là vers le pool de serveurs concerné. Si c'est image, vers le pool de serveurs image. Si c'est vidéo, vers le pool de serveurs vidéo. Voilà un peu comment ça se passe. Ensuite, on a aussi le routage multisite, hein, lorsqu'on a plusieurs domaines. Là, ça va être utilisé par certains fournisseurs, certains fournisseurs. Si par exemple, l'utilisateur dit, bon, moi je vais accéder à contoso.com. Au niveau de l'application Gateway, la demande va être redirigée vers le pool de serveurs de Contoso. Donc, je prends l'exemple de Microsoft, par exemple, qui a plusieurs domaines. Voilà. Donc, quand vous faites une demande de connexion à www.microsoft.com, ça ne va pas directement, hein, ça passe forcément par une application gateway qui va rediriger vers les meilleurs serveurs pour vous servir. Voilà, c'est comme ça. Microsoft a beaucoup de domaines. Il y a onmicrosoft.com, on a Windows.net, on a les Hotmail, on a Live, les Outlook, tout ça, ce sont des domaines de Microsoft. Donc, chaque fois que vous tapez dans votre navigateur www.outlook.com, bon, pour le commun des mortels, ça va directement. Oh, c'est faux. Ça passe forcément par une application Gateway qui va vous rediriger vers le pool de serveurs, hein, qui pourra vous répondre. C'est comme ça que ça marche. Alors, le Network Watcher. Ici, lui, il fait pas partie des load balancers, mais on fait un petit break là-dessus pour vous montrer certains éléments qui doivent pouvoir vous aider, hein, dans le cadre de vos travaux d'administration, sinon de vos tâches d'exploitation au quotidien. Alors, le Network Watcher se trouve sur le portail Azure. Donc, quand on a fini ce module et que vous allez euh, faire le lab, prenez ne serait-ce qu'une, 2 minutes pour aller chercher le Network Watcher et voir à quoi ça ressemble. Bon, je pourrais me connecter à travers mon portail ici pour vous montrer. Lui, il permet d'utiliser certains éléments pour pouvoir faire des diagnostics concernant le réseau. C'est le rôle du Network Watcher. Donc, en son sein, on a plusieurs services. On a le moniteur de connexion. Moniteur de, donc, il va vous permettre de pouvoir monitorer vos différentes connexions. On a la topologie. La topologie vous permet de voir sous forme de carte, si vous voulez. De pas une carte comme carte de la Côte d'Ivoire, mais de voir la topologie réseau de votre infra. On a le diagnostic NSG. Donc, vous avez plusieurs Network Security Group que vous avez déployés sur des VM, sur des subnets. Et si vous avez des soucis, le diagnostic NSG vous permet de savoir à quel niveau se trouve le problème. Si vous vous rappelez, lorsqu'on voyait le NSG, on vous a dit, bon, on peut avoir un effet cumulé, hein. On peut appliquer plusieurs fois des NSG. Et s'il y a un effet cumulé, il peut arriver qu'il y ait des conflits au niveau des règles. Donc, ce que tu as souhaité ne, peut ne pas se produire, ou bien ce que tu n'as pas souhaité est en train de se produire. Donc, le NRG diagnostic, il va vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les règles qui s'appliquent
quelles sont les règles qui ne s'appliquent pas? Vérification du flux IP, hein, entre une adresse IP source, une adresse IP destination, et est-ce que la connexion passe? Voilà. Au niveau des règles de sécurité effectives, comme je le disais sur le NSG, il va vous dire quelles sont les règles qui s'appliquent, quelles sont les règles qui ne s'appliquent pas. Capture de paquet. On a un outil gratuit qu'on appelle Wireshark qui fait la même chose. Donc, lui va rediriger tout le trafic en entrée comme en sortie sur une adresse IP. Il va rediriger ça, tu pourras rediriger ça vers une VM ou bien vers un fichier pour capturer ce trafic-là et puis analyser pour savoir s'il y a un souci ou pas. C'est un outil de troubleshoot. Résolution des problèmes de VPN. Donc, quand vous avez établi des connexions VPN, hein, cet élément vous permet d'analyser si au niveau du VPN tout marche bien ou bien si tout ne marche pas bien, où se trouve le problème. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que vous allez utiliser un de ces éléments, s'il y a un problème, il va vous dire voici le problème et puis voilà où est-ce que vous devez aller faire des modifications pour pouvoir régler le problème. Le tronçon suivant, c'est un peu l'équivalent du trace rouge ou bien du tracette. Voilà. Donc, il vous dit de votre position, si vous voulez atteindre, par exemple, tel autre point, le tronçon suivant sera temps. Voilà. Et pour la résolution de tous les problèmes de connexion, hein, vous pouvez faire euh, des rapports pour les journaux de flux, l'analyse du trafic, ainsi de suite. Donc, voici un peu le rôle du Network Watcher. Donc, pour faire, par exemple, les diagnostics de vérification de flux IP dont je vous parlais, donc je mets mon adresse IP, hein, locale ou bien source avec le port, mon adresse IP destination avec le port. Et quand j'active, il me donne un résultat disant l'accès refusé. Et en dessous, il dit quoi? Règle de sécurité deny all. Donc, ça veut dire qu'il y a une règle de sécurité qu'on appelle deny all qui fait que mon accès est refusé. Donc, automatiquement, je me dis que c'est au niveau du NSG et je vais aller voir quelle est cette règle deny all là. Soit j'ai créé une règle pour autoriser l'accès à travers le port 3389, mais cette règle vient par exemple après un deny all. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, je vais aller corriger, ainsi de suite. Le tronçon suivant, hein, que je vous expliquais, donc il va vous dire que le tronçon suivant, c'est Internet et l'adresse IP, c'est 10.1.1.100. Voilà. La topologie réseau dont je vous parlais, donc il va vous... Bon, ne soyez pas mélangés, hein. Au niveau de Azure, euh, on présente les éléments de manière très détaillée. Donc, ce que vous avez en face de vous là, ça se résume en une VM. Voilà. En une seule VM, hein. C'est ce que vous avez devant vous là. Donc, la VM s'appelle MyVM. MyVM a deux cartes réseau. Donc, vous avez MyVM 36, qui est la première carte réseau. My Second VM 382, qui est la deuxième carte réseau. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est plutôt deux VM, mais My Second VM ne marche pas avec la Croix-Rouge. Donc, on a deux VM. Les IP config représentent les adresses IP des VM. Et puis, vous avez les NSG qui représentent, hein, le Network Security Group qui est appliqué à la carte réseau de chaque VM. C'est bon? Voilà, c'est un peu ça. Donc, un, 2, 3, 4 éléments pour une VM. Donc, on a deux VM. Alors, je vais vous montrer rapidement.